que je vous propose, c'est qu'on passe directement dans le vif du sujet. Je crois, Mika, je pense d'ailleurs que c'est à toi de commencer, puisque c'est toi qui es le plus ancien finalement, qu'on n'a pas entendu depuis longtemps en fait. Vas-y, à toi, je te laisse la parole. Ça fait vraiment plaisir, les privilèges de l'âge qui me sont octroyés Oui, cette c'est émission. normal, hein, ça me semble logique. Un véritable plaisir en tout cas de revenir, Oui. et pour mon retour triomphant, j'ai décidé de parler de quelque chose qui, pour changer, j'adore, hein, vite penser, je pense que vous commencez à comprendre que je parle rarement des choses que j'aime pas, comme C'est normal. si je pense en général. Non, tu me diras, Nico a un jour parlé de complotisme en archéologie, je pense que c'est pas forcément quelque chose que tu apprécies spécialement. Ah ouais, c'est vrai. Et c'est pas facile de parler de trucs qu'on n'aime pas, ouais. Mais c'est moins évident, c'est moins évident. Alors du coup, on va plutôt rester dans la zone de confort, et donc on va parler d'un manga, et d'un manga de vieux de la vieille, puisque mine de rien, c'est un manga qui est assez ancien. Pour ceux qui le connaissent et le découvrent aujourd'hui, c'est un manga qui a déjà 13 ans. Je vais donc aujourd'hui vous parler d'un manga qui s'est fait connaître sur une plateforme qu'on appelle Big N dans le milieu, donc Netflix bien entendu, qui s'est fait connaître sous le nom de Midnight Dinner at Tokyo Stories, avec mon plus bel accent anglais. En langue de Molière, on appelle ça la cantine de minuit. Alors la cantine de minuit, c'est un manga seinen de Yaro Abe, pré-publié depuis octobre 2006, donc vous voyez que ça commence à dater, au pays du soleil levant, et depuis février 2017, donc il aura fallu attendre 11 ans pour les avoir dans nos rayonnages en librairie en France, et publié chez Les Arts Noirs. Donc c'est un manga qui est toujours en cours, avec déjà 19 tomes parus au Japon, contre 7 seulement en France. Le 8e doit sortir le mois prochain, à l'heure où vous écoutez ces lignes. Et donc voilà, on a quand même un sacré retard, et donc je suis complètement tombé dedans il y a quelques mois déjà, et j'ai très très hâte de lire la suite, malgré le fait que ce ne soit pas un roman fleuve. Mais de quoi ça parle exactement? Là, c'est ce que je vais vous raconter. Mais oui, dis-nous tout. Eh oui, parce que en fait, c'est une histoire très simple. On suit tout simplement l'histoire d'un restaurateur japonais à Tokyo et de ses clients. La plupart, ce sont des habitués ou tout simplement des gens de passage. C'est ce qu'on appelle un izakaya, donc un restaurant de quartier dans notre belle langue, et qui a la particularité de ne servir que de la soupe miso au porc, de la bière et du shochu, un petit alcool japonais. Voilà, donc trois simples, un seul plat finalement sur la carte et 2 alcools. Ça pourrait vraiment passer pour un vieux boui-boui. Mais il y a aussi une autre petite particularité, c'est que le patron a la capacité de vous servir ce que vous désirez, à partir du moment où il a les produits, ou si vous les lui fournissez. En fait, il cuisine ce que vous voulez, et le nom du manga, donc Cantine de minuit, vient tout simplement de sa dernière petite particularité, c'est que c'est une cuisine, une cantine, un restaurant, qui est ouvert de minuit à 7h du matin. Voilà, donc tout simplement une cantine de nuit, un restaurant de nuit, ouvert pour les gens qui travaillent de nuit ou tôt le matin. Donc on va apprendre à découvrir les personnages qui vont et viennent dans ce restaurant sous le regard un peu, on va dire, narratoresque, je sais pas si ce mot existe mais j'ai décidé de l'inventer, du tenancier, donc du patron, qui, à mon souvenir, n'a pas de nom. D'accord. Alors, pourquoi cette œuvre, je l'apprécie autant, et quelle est sa particularité? Alors, c'est un manga de cuisine, donc du coup, on voit plein de petits plats, on voit leur élaboration minutieuse, un petit peu comme dans Le Petit Chef ou dans Food Wars. Pas du tout. Il n'y a pas de détails là-dessus. C'est une tranche de vie d'un restaurateur, au cœur d'une histoire et d'un scénario incroyable. Il faut quand même savoir que le restaurateur, il a une balafre, il croise souvent des yakuza, qu'il est impliqué dans des histoires incroyables. Pas du tout. Non, pas du tout. En fait, c'est juste des petites histoires entremêlant des personnages qui sont peu ou pas du tout développés. Une succession de petites histoires, la plupart du temps sans lien les unes avec les autres, si ce n'est que l'action se déroule toujours au restaurant, ou prend place au moins une fois au restaurant. Alors du coup, quel est l'intérêt à lire La Cantine de minuit? Parce que bon, on va pas se mentir, c'est pas très bien dessiné. C'est même assez minimaliste. Il n'y a pas de fil rouge au scénario, parce que les personnages vont et viennent. Il y a certains personnages qu'on ne voit pas pendant plusieurs tomes et qui finissent par revenir. Les plats ne sont pas au centre de l'histoire. C'est totalement l'inverse d'un manga de cuisine finalement. Et donc du coup, qu'est-ce qui fait la force de ce manga? La réponse finalement tient en un seul mot: l'émotion. Chaque histoire, plutôt que de raconter et de développer le background d'un personnage en profondeur, va simplement transmettre l'émotion de ce personnage à un instant T, le temps qu'on nous narre son histoire. Certaines histoires nous marquent plus que les autres, mais toutes ont leur petit piment, leur petit coup de reviens-y. Et alors, le manga ne s'embarrasse absolument pas avec des personnages lisses et propres sur eux, comme on pourrait le trouver dans certains mangas neketsu beaucoup plus classiques, avec des schémas très très archétypés. Non, là vraiment, on a des personnages très très hauts en couleur. Ça va aller des gens en surpoids, de dépressifs, des yakuza, des transsexuels, des stripteaseuses, tous ceux qui vont du monde de la nuit au lève-tôt, au couche-tard. Et du coup, ça va faire en sorte que notre empathie va
va être renforcé face à ces personnes qui doivent, dans leur vie de tous les jours, lutter au quotidien, mais en plus surmonter les galères que la vie leur met sur leur route. Voilà, donc vous avez par exemple un personnage très très drôle qui me fait beaucoup rire, qui est un transsexuel qui en fait est qui est patron d'un soap, ce qu'on appelle un soap. Donc au Japon, c'est des endroits où en fait vous allez louer une prostituée qui va vous faire prendre une douche. Voilà, elle va vous accompagner, prendre votre balle, c'est elle qui va vous laver et tout. Et il est devenu, en fréquentant le restaurant, meilleur pote avec un yakuza. Voilà. Et je trouve ça extrêmement drôle parce que finalement c'est pas leur profession qui va définir ces personnes, mais c'est leur mentalité. Ils sont devenus potes tout simplement parce que les deux aiment manger des knackis. Tout simplement. Voilà. Ça peut paraître, ça peut paraître très con, mais moi ça m'a beaucoup fait rire et en même temps ça rend touchant cette approche des personnages qui du coup ne sont plus des salaryman, qui ne sont plus des PDG, qui ne sont plus des artistes maudits, voilà, ce sont tout simplement des gens qui viennent manger, voilà, des êtres humains tout simplement, qui viennent se détendre, qui viennent rire, qui viennent pleurer dans ce restaurant, et c'est à ça du coup que ça va nous aider à nous identifier auprès de ces personnages qui sont pourtant totalement différents de nos vies d'occidentaux, même pour les japonais, c'est pas des choses quotidiennes que de croiser des yakuza ou des transsexuels ou d'aller tout simplement chez les dames de petite vertu, mais ça rend ces histoires très très touchantes, émotionnellement très fortes. Il est même pas rare de verser une petite goutte à la fin d'une petite histoire une petite larme qui va poindre côté de votre œil lorsque vous allez apprendre la mort d'une personne que vous ne connaissez absolument pas, qui va juste être là le temps d'une histoire, mais qui va vous émouvoir. Alors, à avis personnel, lisez La Cantine de Minuit. N'hésitez pas à vous plonger également dans la série Netflix que j'ai découvert très récemment. Ouais. C'est très très différent de ce qu'on a l'habitude de voir. C'est un rythme très très lent, vraiment posé sur les faciès et les émotions des personnages, exactement comme dans le manga. C'est juste que le rythme est très lent, très posé. C'est quelque chose où il faut s'habituer, mais pareil, c'est des petites tranches de vie. Ça se déguste un petit peu comme une petite madeleine de Proust. Donc lisez-le ou regardez-le, vous ne le regretterez pas, vous allez passer un très bon moment. Vous avez remarqué que j'ai fait court. Bah ouais, je suis vachement étonné parce que la dernière fois t'as fait 45 minutes sur Avatar, donc je suis la vache. Oui, bah merci. Merci. On veut la suite, la deuxième partie. Grave. Ah bah non, là pour le coup c'est le teaser là. Ah bah, c'est clair. Parce que écoute, au moins t'en dis suffisamment et là on a envie d'aller voir. Par contre moi j'ai peut-être mal écouté au début, mais la série Netflix c'est une série live du coup ou c'est une animation? C'est une série live. Une série live, effectivement, je l'ai pas précisé, mais c'est une série live. Pareil, qui est assez ancienne, je crois qu'elle a quelques années maintenant. Ouais, parce que j'ai cherché sur internet et j'ai rien trouvé en animation, donc je me posais la question. Non, c'est pas une série animée, effectivement, c'est une série live, c'est pour ça que je dis que c'est quand même très particulier, parce que ça aurait pu se présenter comme un Maison Ikoku, ou quelque chose comme ça, un peu déjanté, avec des personnages très caricaturaux. Sauf que là, du coup, c'est des vraies personnes, du coup, on n'a pas du tout envie de se foutre de leur gueule, parce que c'est des gens qui vivent avec leur tronche du quotidien, quoi. Ouais. Je veux dire, même si c'est des acteurs, c'est des gens qui ont cette tête-là dans la vraie vie, et si vous lisez le manga, vous verrez qu'il y a quand même des têtes assez improbables. Et ben, ils ont réussi à retranscrire ça sur l'animation. Sur sur la série live. Et du coup, voilà, c'est pas du tout sur le fait qu'il y ait des gens avec des gueules complètement abîmées par la vie ou pour tout simplement, voilà, il y a des gens pas de chance, hein, et voilà, tu nais avec une dent en trop, une dent en moins, avec le visage pas forcément très avenant, et pourtant bah voilà, il y a quand même il y a des histoires d'amour entre des personnes qui s'attirent l'une envers l'autre pour de raisons toutes banales, en somme toute, par exemple deux personnes qui adorent faire du tricot, une qui a 20 ans de moins que l'autre, bah tant pis, c'est pas grave, ils vont finir ensemble, on ne connaîtra rien d'autre de leur vie, on saura juste que leur passage dans ce restaurant les a fait se rencontrer, et c'est tout ce qui compte. Ouais, ça a l'air très touchant en fait tout ce que tu nous racontes ici. Franchement, j'irai jeter un coup d'œil parce que la dernière fois que j'ai suivi l'un de vos conseils, c'était Romain pour Dark Crystal et je l'ai absolument pas regretté du tout. Donc je pense que je vais suivre ton conseil, Mika. J'avais justement besoin d'une nouvelle série à regarder. Donc merci. Ah, par contre, je te préviens, c'est quand même pour public averti, hein. C'est particulier, quoi. Oui, mais ça sera pas non plus. Enfin, c'est pas horrible, quoi. Au pire, si enfin, je sais pas, non, si c'est horrible. Il faut être prévenu. Il faut être prévenu.
Non, c'est comme je te dis, c'est très lent. Oui, voilà, c'est ça. C'est très lent. Au pire, c'est C'est absolument pas une série. Au pire, ça que peut tu être vois chiant, mais aujourd'hui, ça va pas être blockbuster. dégueulasse, quoi. Non, Voilà. non, mais ça va être très très exagéré. C'est presque du théâtre en fait. D'accord. C'est une série qui fait presque penser à du théâtre. C'est une il faut sitcom, être, en fait. C'est l'équivalent d'une série qui est du théâtre, c'est un peu... Non, ce sera pas du tout comme une sitcom. Ce sera vraiment plus dans. Moi, je vois vraiment plus ça comme des scénettes de théâtre en Ouais, fait. une petite scénette dramatique Vraiment. de théâtre, d'accord. Ouais, c'est ça. Ouais. Où vraiment on va marquer des temps de pause. Il va y avoir des temps où les personnages se regardent, des emphases, des moments où vraiment il y a de l'exagération au possible, ou des moments où c'est complètement l'inverse. Ouais. Donc voilà, c'est très particulier, mais moi j'aime bien. Ça passe le temps, puis c'est plus sympa à écouter en fond. Si ce que vous venez d'écouter vous a plu, eh bien n'hésitez pas en premier lieu à le partager, parce que le partage c'est quelque chose qui fait du bien, à la fois aux gens qui vous entourent, mais surtout, je vais pas vous mentir, à nous. Si vous aimez partager des choses, eh bien le mieux c'est encore de s'abonner à la chaîne, de venir liker un petit peu la page Facebook, parce que des choses à partager, vous en trouverez beaucoup sur ces 2 emplacements, alors surtout n'hésitez absolument pas. Et puis si vous aimez écouter des gens parler un petit peu de tout et de rien, sachez que eh bien, cette chronique est extraite d'une émission qui elle, est disponible entièrement sur n'importe quelle plateforme de podcast, et vous pouvez aller faire un petit tour dans la description pour aller voir un petit peu tout ça de plus près.